Et si on parlait de sport, une émission produite et réalisée par LG Consultant et animée par Laurent Garnier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultant, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 95e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Lumia, qui est le président du club Éole de Muret, Wally Salvan, président de la Fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil, Jean-Denis Ojeda, président du club de rugby à 7 en fauteuil de Saint-Jean. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au programme cette semaine, nous vous proposons de découvrir une discipline aussi passionnante que méconnue du grand public, l'aéromodélisme. Ils sont plus de 28 000 en France à construire des avions modèle réduit, à les piloter à distance et parfois même à participer à des compétitions de haut niveau. Ce loisir sport qui allie technologie, précision et pilotage est une véritable école de rigueur et de patience. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Lumia, un passionné qui consacre tout son temps libre à l'aéromodélisme depuis plus de 40 ans. Il nous expliquera en quoi consiste cette discipline, ses différentes catégories, son organisation en France et l'univers des compétitions. Alors accrochez vos ceintures, on décolle avec lui dans quelques instants. Et en deuxième mi-temps, nous aurons le plaisir de recevoir Wally Salvan, qui est le président de la Fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil, qui nous parle d'un sport à la fois spectaculaire, inclusif et porteur de valeurs fortes. Le rugby à 7 en fauteuil, bien plus qu'un sport, c'est une véritable leçon de vie, accessible à tous sans cotation ni classification. Cette discipline reprend toutes les phases de jeu du rugby, ballon, mêlée, tradition, touche, passe, hors-jeu, etc. Et même les frappes du ballon qui se font avec le poing. Mais au-delà de ce jeu, ce sport est un véritable outil éducatif qui permet aux valides et aux personnes en situation de handicap de partager la même expérience. Il favorise l'intégration, la cohésion sociale, développe la condition physique, la coordination, la précision et surtout, il véhicule les belles valeurs du rugby, solidarité, engagement et respect. Un rendez-vous à découvrir dans cet univers passionnant avec Wally Salvan et Jean-Denis Ojeda. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 95e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Oui, alors dans l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine. Et on commence par le tennis avec les Masters 1000 WTA et ATP qui se déroulaient d'Indian Wells aux États-Unis. C'est la Biélorusse Arina Sabalenka qui a disposé de l'Américaine Jessica Pegula samedi en finale 7-5, 6-2. Chez les hommes, c'est le jeune Tchèque Jakub Mensik qui a remporté à 19 ans le premier titre de sa carrière sur le circuit ATP en battant un certain Novak Djokovic en finale 7-6, 7-6 en 2 heures et 3 minutes. Il prive ainsi le Serbe d'un 100e titre. Il y avait aussi du cyclisme avec le Tour de Catalogne. C'est Primoz Roglic, vainqueur dans les rues de Barcelone dimanche. Le Slovène a pris le temps de célébrer, bras en croix, ses succès, à la fois lauréat de l'étape et vainqueur du général de ce Tour de Catalogne. On passe au snowboard. On était sur les mondiaux à Saint-Maurice. Ce qu'il faut retenir de ces championnats du monde pour l'équipe de France et de ski et de snowboard freestyle, à moins d'un an des JO de 2026 de Milan-Cortina, l'équipe de France est repartie avec 5 médailles et les 5 quatrièmes places des championnats du monde en ski et en snowboard freestyle. 6e titre pour la championne du monde de ski boss pour l'ariéroise Perrine Lafont, que l'on connaît bien. Le snowboard cross, lui, triplé médaillé, un sacre mondial par équipe, signé Julia Pereira de Souza et Loane Bozzolo. Pour conclure les mondiaux marqués par le bronze de la première et l'argent du deuxième vendredi en individuel. Le ski cross argenté mais frustré, la médaille d'argent acquise par Jade Crier-Aubert et Melvin Chicano-Variant dans l'épreuve par équipe a sauvé le bilan des Bleus qui sont sortis des courses individuelles grandement frustrés. Marielle Bergère-Sabatel comme Yuri Duplessis-Kergomar ont échoué de peu en finale, terminant au pied du podium, donc 4e. La relève se montre quand même en freestyle, déjà 4e du slopestyle aux mondiaux. Le plagnard de 18 ans, Romain Allemand, a terminé à la même place du Big Air. Voilà pour le snowboard cross, les mondiaux. Il y avait aussi un peu de dernière descente de ski alpin avec les hommes en Coupe du Monde à Sun Valley, Idaho, aux USA.
En géant, forme étincelante, le Suisse Loïc Meillard a largement remporté le géant des finales de la Coupe du Monde mercredi en devançant son compatriote Marco Odegaard et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Côté français, Léo Anguenot a pris la 12e place et Thibaut Favreau la 16e. En slalom, le Norvégien Timo Hogan a remporté jeudi le slalom devançant le Français Clément Noël à 300e. Et c'est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui est 4e qui empoche finalement le globe de la spécialité. Chez les femmes, en Coupe du Monde, toujours à Sun Valley, il y avait du géant avec l'Italienne Federica Brignone qui a pris la 2e place du géant disputée mardi et qui a été, lui, remporté par la Suissesse Lara Gut-Berami. L'Italienne empoche le globe de cristal de la spécialité. En slalom, l'américaine Michaela Schifrin a largement dominé le slalom jeudi devant l'allemande Lena Dürr et la slovène Andreja Slokar. La croate Sikri Lucic s'empare, elle, du globe et de la spécialité. On passe maintenant au patinage artistique avec les mondiaux qui se déroulaient à Boston aux États-Unis. Et c'est l'Américain Ilyan Malinin qui a conservé son titre mondial grâce à 6 quadruples sauts. Il devance le Kazakh Shedorov et le Japonais Kajiyama, respectivement 4e et 5e. Adam Siao Ifam et Kevin Amos pour les Français offrent des quotas olympiques à la France. En danse, Egveginia Lopareva et Geoffrey Brissot terminent à la 8e place. Loïcia Demougeot et Théo Lemercier 15e. Laurie Schild fait un top 15 en individuel, alors que le couple Camille et Pavel Kovalev en patinage artistique ont été éliminés avant le libre en terminant à la 21e place. Du patinage artistique, nous passons sur la glace toujours, nous restons sur la glace toujours avec le hockey sur glace homme, avec les championnats de France en division 2, demi-finale, le 3e tour, match 1, Reims-Montpellier 1-5 et le deuxième match, Reims-Montpellier 2-6. Bien parti pour Montpellier pour aller en finale. Basket femme maintenant avec l'Eurocoupe finale aller. Après sa victoire chez le club espagnol de Ferrol mercredi 78-75, Villeneuve d'Ascq peut viser le sacre en Eurocoupe chez lui la semaine prochaine lors du match retour. En basket, ce coup-ci pour les hommes, c'est de l'Euroleague, 31e journée. Paris s'est incliné au buzzer de la fin du match mardi sur le parquet de Fenerbahçe 101-100. Monaco l'a emporté 96-86 devant Kaunas et l'Asvel s'est offert l'Olympiakos, leader de l'Euroleague, 81-70. Ça, c'était la 31e journée et dans la 32e journée, deuxième victoire en 3 jours donc pour l'Asvel qui a enchaîné face aux Lituaniens du Zalgiris, donc Kaunas, 88-79. Monaco a dominé lui aussi l'Olympiakos dans les ultimes instants de la rencontre, jeudi au Pirée, 80-77. Et Paris a signé un gros coup en renversant le champion d'Europe, le Panathinaikos, 98-101 sur le terrain du Panathinaikos à Athènes. Il y avait aussi de la Ligue des Champions, victorieux de Szombathely des Hongrois. Nanterre a assuré l'essentiel mercredi 95-89. Les Franciliens accèdent au quart de finale. Et puis plus près d'ici, National 1, phase 2, le Stade Toulousain a battu Feur 88-84. Du basket, nous passons au handball homme avec l'Iki Molly Star League avec la 21e journée. Vainqueur face à Tremblay, les Montpelliérains continuent de lorgner sur la Ligue des Champions. Nîmes a battu Ivry 30-21. Toulouse sur son terrain s'est imposé face à Cesson-Rennes sur le score de 33-27. Handball féminin maintenant, nationale féminine, 17e journée, défaite du Toulouse féminin handball à domicile face à La Roche-sur-Yon-Vendée, 19-30. On passe au volley féminin avec la Coupe de France, la finale. C'est Mulhouse qui l'a emporté, la deuxième Coupe de France de son histoire, samedi à Chartres. Les Alsaciennes ont battu les Neptunes de Nantes, tenantes du titre 3-1. En volley masculin, Coupe de France, finale. Au terme d'une finale très disputée, Tourcoing s'est imposé contre Montpellier 3-2 et a remporté la Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire. C'est le deuxième titre de l'histoire du club, 7 ans après le premier. En football féminin maintenant, Ligue des Champions, quart de finale, l'Olympique lyonnais n'a pas tremblé devant le Bayern de Munich. Mercredi au Groupama Stadium 4-1 après un 2-0 marqué à l'aller pour aller chercher une 14e demi-finale de Ligue des Champions. On retrouvera donc les Lyonnaises qui défieront Arsenal en demi-finale. En Arkema, dans Première Ligue, 19e journée, Montpellier a battu le Paris FC 2-0. Football toujours avec la Ligue 1, 27e journée, Brest s'impose à Toulouse 4-2 au terme d'un match spectaculaire. Battu à Auxerre 1-0, Montpellier s'enfonce un peu plus au classement et glisse irrémédiablement vers la Ligue 2.
Et justement, la Ligue 2, 28e journée, le Red Star a concédé un nul 1-1 vendredi dans son stade de Boer face à Rodez. On passe au rugby à 7. Il y avait les Seven Series à Hong Kong, largement dominé dimanche en demi-finale par l'Australie, 28-5. Les Françaises ont ensuite perdu le match face au Canada lors de la petite finale, 21-17. Mais on a vu de très belles choses côté française pour l'avenir. L'équipe de France, elle, masculine, est tombée face à l'Argentine, 12-7 dimanche, mais en finale. Vainqueur de la Nouvelle-Zélande et des Fidji, les Français ont manqué de fraîcheur pour clore en beauté cette magnifique étape hongkongaise. Du rugby à 7, nous passons au rugby à 15 avec les féminines qui sont en ce moment en train de jouer le tournoi des 6 nations. Une semaine après leur victoire contre l'Irlande 27-15 en ouverture du tournoi, les Bleus ont battu l'Écosse avec le bonus offensif 38-15 samedi à La Rochelle lors de la deuxième journée. Les Galloises ont subi, elles, la loi des Anglaises 12-67 et les Italiennes, de leur côté, n'ont pu faire mieux en s'inclinant à domicile face à l'Irlande 12-54 et on vous en parlera dans des chroniques futures. Et il y avait aussi du moto Grand Prix des Amériques à Austin avec un week-end assez particulier. Sprint pour Marc Marquez sur Ducati qui a dominé ce sprint donc samedi et s'est imposé devant son frère Alex Marquez sur Gresini Ducati et son coéquipier Francesco Bagnaia sur Ducati. Côté français, Fabio Quartararo sur Yamaha a signé une belle remontée et a terminé 6e, tandis que Johan Zarco sur Honda a pris la 16e place. Et le lendemain, changement de décor avec un Grand Prix. Francesco Bagnaia, c'est lui qui s'est imposé dimanche. Et il a profité de la chute au 9e tour de Marc Marquez, qui menait pourtant facilement la course. Alex Marquez en vient donc leader du championnat. Fabio Di Gianantonio sur Ducati VR46 complète le podium, alors que Fabio Quartararo a fini 10e et Johan Zarco, lui, a chuté malheureusement sur la fin de course. Voilà pour les résultats de cette semaine. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité, Marc Lumia. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission, ici on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Marc Lumia, président du club Éole Muret. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours personnel et sportif ? Bon, alors très bien, merci. Donc mon parcours personnel est relativement ancien. J'ai débuté le modélisme, j'étais enfant, tout rêve d'enfant, j'avais 12 ans, j'en ai 60, donc vous voyez, vous pouvez calculer. Donc et ensuite après, j'ai pratiqué, construit des modèles, pratiqué la compétition pendant de longues années, je pratique toujours d'ailleurs. Et ensuite dans le travail, on travaille dans l'industrie, donc qui a aussi pas mal d'analogies avec, je dirais, le sport. Mais en fait, j'ai débuté construction d'avions et puis après tout ce qui est pilotage de divers types de modèles jusqu'à faire partie de l'équipe de France. Voilà le parcours quand même qui dure plus de 48 ans, qui est quand même long. Mais bon, vieux rêve d'enfant qui a continué. Et comment justement avez-vous découvert cette passion ? Alors j'ai eu, comme tout enfant, passionné par tout ce qui roule, qui vole. Donc, vieux rêve. Et ensuite, après, j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui avait pas loin de 60 ans, vous voyez, et que je voyais passer tous les jours devant chez moi et qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a formé d'ailleurs, au passage. Alors, il n'y a plus de ce monde, hélas. Mais bon, globalement, c'est en voyant les autres. Après, il faut dire que dans les années 70, on n'avait pas toute l'offre de loisirs techniques comme on a aujourd'hui. Et il y avait soit les sports physiques, soit les loisirs culturels type musique, artistique ou autre. Et il y avait l'aéromodélisme qui est pas forcément avion d'ailleurs, automobile, bateau, voiture. Et bon, c'était l'occasion de pratiquer tout ça à échelle réduite quand on n'a pas la possibilité d'utiliser des vrais modèles, des modèles grandeur, comme on peut dire. Alors, nombreux sont ceux qui connaissent certainement pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'aéromodélisme ? Alors, l'aéromodélisme, globalement, c'est la réalisation de modèles réduits. Donc, des modèles d'avions ou d'hélicoptères ou de planeurs, donc à échelle réduite, mais qui sont des copies ou des images de ce qui existe déjà. Donc, ça permet de pouvoir faire voler un petit peu ce qu'on veut, comme on va passer dans le ciel tous les jours. Bon, pas forcément des Airbus, mais je dirais n'importe quel type de modèle. Donc, l'intérêt, c'est que on peut s'offrir un peu ce qu'on veut en termes d'avion. Et on peut démarrer par des choses tout à fait graduelles, des petits modèles. Il y a le vol libre, le vol circulaire, je commençais avec ça moi d'ailleurs. Après le vol radiocommandé bien sûr, qui quand même est la catégorie reine aujourd'hui.
Donc des avions qui sont, je dirais, sans pilote à bord. Donc il y a un pilote, sauf qu'il est au sol. Il n'est pas à l'intérieur du modèle. Et quelles sont les origines de cette discipline ? Alors, il faut savoir qu'avant de construire des avions grandeur, comme on dit, l'homme a fait des modèles réduits. Donc, ils sont pas commencés, l'homme n'a pas commencé à faire des avions habités. C'était un peu risqué. Ils ont fait l'inverse de ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. En fait, si vous voulez, les avions habités, vu le risque qu'il y avait, il y a plus d'un siècle, d'ailleurs, en fait, le centenaire Clément Ader a muré en ce moment, et il était quand même très risqué pour l'époque. C'était la fin d'il y a 2 siècles. Et donc, beaucoup de maquettes, de petites choses comme ça, ont commencé à voler, et ensuite, après, bien sûr, l'idée, c'était d'avoir des vols habités. Mais il faut savoir que c'est quand même l'origine de l'aviation. Et ensuite après, ça a continué pour tout ce qui est simulation, essai, bien sûr. Et après, maintenant, aujourd'hui, bien sûr, on en est au drone. Et donc, vous pouvez voir dans l'actualité récente, et donc quand même l'aviation moderne du 21e siècle est une majorité sans pilote à bord. Donc, il faut savoir que les avions aujourd'hui auront un pilote, sauf qu'il n'est pas à l'intérieur. Il est quelque part, ou dans un autre avion, à un côté, ou alors au sol, à distance, à des milliers de kilomètres de là. Donc il faut savoir que la technologie a beaucoup évolué et que le modélisme est un peu au milieu de tout ça, parce que nous faisons évoluer des avions sans pilote à bord. Et alors peut-on considérer l'aéromodélisme justement comme une discipline sportive à part entière ? Alors oui, parce qu'il y a des compétitions. Donc c'est un sport. Donc évidemment, il y a l'aspect administratif. Donc notre fédération est affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports, avec tout son code de conduite, ainsi qu'à la FAI, à la Fédération Aéronautique Internationale, donc, pour lesquelles on est membre et on organise des compétitions. Et donc compétition, oui, parce qu'il y a concours. Et il y a, performance. Donc, globalement, il y a des compétitions, je peux parler des compétitions de planeur, par exemple, des compétitions de vitesse, de durée et de précision. C'est-à-dire qu'on fait évoluer un aéromodèle et il faut assurer une certaine performance qui est jugée avec des juges, des arbitres. Et ces personnes, donc, font des notations et un classement national, international. Donc, il y a plusieurs catégories. Bon, moi, personnellement, j'ai pratiqué la voltige aérienne pendant 15 ans. Donc, c'est faire des figures devant des juges, comme au patinage artistique, globalement. Et il y a les maquettes aussi, ce que je pratique actuellement. Je fais partie de l'équipe de France de maquettes d'avions à réaction, radiocommandés. C'est la reproduction d'un avion existant, vous voyez, et avec donc une épreuve de maquettisme et une épreuve de vol. Donc il y a des juges qui jugent le vol de l'avion avec des figures en vol. Et il y a un classement, bien sûr, national, régional, national, international. Donc c'est vraiment une activité, effectivement, qui n'est pas médiatisée, comme la majorité des sports, enfin une bonne partie des sports que l'on connaît, qui a toute sa structure de compétiteurs et des équipes nationales, des équipes internationales, ainsi de suite. Donc c'est à ce titre-là, c'est considéré comme un sport, et notre club a organisé donc les championnats du monde de planeur dans l'Aude. C'était l'an dernier au mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes disciplines de l'aéromodélisme ? Clairement, il y a le vol libre. Donc le vol libre, il y a beaucoup de jeunes, notamment dans le nord de la France et sur Paris, où il y a un superbe club de vol libre, d'ailleurs au comité d'entreprise d'Airbus. C'est fabriquer des modèles de planeurs ou d'avions qui volent en toute autonomie, sans pilote par contre. Il n'y a aucun pilotage. C'est l'avion lui-même qui, de par son aérodynamisme, effectue des épreuves de durée, de précision, de vitesse aussi. Et ensuite, bien sûr, comme il n'est pas piloté, le propriétaire du modèle doit aller le chercher à un certain endroit. Donc ici, dans la région, il y en a pas mal sur Caser, avec des compétitions qui sont faites. Et donc ça, c'est la première chose, quand même, le vol libre. Il y a l'avantage de coûter pas trop cher. Ensuite, il y a eu beaucoup le vol circulaire. Donc, moi, j'ai débuté avec ça, mais il y a très longtemps. Beaucoup dans le Nord aussi, et beaucoup dans les pays de l'Est, notamment en Russie, où il y a encore beaucoup. Donc, l'avion est attaché avec des câbles, en fait, qui tournent autour du pilote. Et le pilote, avec, la tension des câbles, contrôle l'attitude de l'avion qui tourne autour de lui. Ça s'appelle du vol circulaire commandé. Donc, ça, c'est quand même les disciplines les plus anciennes qui datent du début du siècle dernier et qui existaient beaucoup pendant la dernière guerre, notamment beaucoup en Allemagne, dans tous ces pays-là. Et après, bien sûr, depuis les années 60, est arrivée la radiocommande, donc grâce au système donc, de radiofréquence, qui permettent de contrôler un avion à distance par radio. Et là, effectivement, c'est le pilotage comme un avion grandeur, sauf qu'on n'est pas à l'intérieur. Donc, c'est un pilotage à vue. Donc, c'est sur l'appréciation du pilote de l'attitude de l'avion qu'il arrive donc à le piloter, c'est-à-dire le faire tourner, monter, descendre, décoller, atterrir.
Et après, bien sûr, faire des figures de voltige. Donc, toute la difficulté, tout l'art, je dirais, c'est arriver à piloter quelque chose alors qu'on n'est pas à l'intérieur. Donc, vous pouvez imaginer pour une voiture. Donc, globalement, on arrive à faire ça et ça, c'est quand même la catégorie reine. Et maintenant, depuis environ 10 ans, l'apparition des drones, c'est la même chose, sauf que ça permet, on peut les faire évoluer au-delà de la vue du pilote. C'est-à-dire que c'est un avion radiocommandé qui décolle, qui atterrit, comme tout aéronef, mais un aéromodèle classique, je dirais, est piloté à vue. Tant que le pilote le voit, il peut le piloter, s'il ne le voit plus. Un drone, il peut avoir une trajectoire entièrement automatique et aller à plusieurs kilomètres, voire des centaines ou des milliers de kilomètres. Piloté par GPS, par satellite et toute l'infrastructure donc de télécommunication qui va autour, et c'est assez médiatisé. Et donc ça, c'est quand même la grosse tendance. Alors, c'est pas l'aéromodélisme, mais quand même, ça fait partie des gros sujets. Alors, il y a des jeux autour de ça. Il faut savoir qu'on en fait pas mal en France. Il y a ce qu'on appelle le vol en immersion ou FPV Racing. Donc c'est vol en immersion avec des lunettes de réalité virtuelle, vous l'avez peut-être vu, c'est assez connu. Donc c'est un vol, donc le modèle est équipé de caméras et ensuite le pilote, c'est comme s'il était assis à l'intérieur, il voit l'évolution de l'aéromodèle sans vraiment le voir, de par ses lunettes de réalité virtuelle. Donc il faut savoir qu'il y a des courses, des épreuves là-dessus, il y a des champions du monde même. Et la dernière génération de jeux, c'est le drone soccer. Énorme. Donc c'est comme le foot, sauf que c'est avec des drones. Donc vous avez donc un terrain de jeu. Donc ça, notre fédération veut le lancer. Ça, là, les jeunes seront assez moteurs. Des drones enfermés dans des petits ballons qui sont bien sûr ajourés et qui volent. Il faut aller marquer des buts dans le cas adverse avec un drone en le pilotant. Donc ça, c'est un peu un drone soccer. Donc clairement, on est passé du vol libre, après au vol circulaire, après au vol radiocommandé à vue, jusqu'à toutes ces catégories de drones, grâce bien sûr à toute l'électronique qui va autour. Donc c'est clair que grosse possibilité. Mais vous-même, vous êtes plus formé sur le vol libre? Alors, non, je vole radiocommandé traditionnel. D'accord. Bon, mon fils, oui, fait du drone. Mais clairement, non, vol à vue, c'est la catégorie quand même des gens de ma génération qui est pas totalement jeune. Donc, on a toujours pratiqué ça et vol à vue de gros aéromodèles, des maquettes principalement ou des modèles de voltige. C'est quand même la partie sportive la plus importante. Mais, je vous dis, ces catégories de drones sont quand même le présent et le futur. Mais donc, il reste quand même des pratiquants. Il y a quand même un avenir pour les radios vol commandés ou oui. Pas Alors, on est 24 000 en France. C'est stable. Mais il est clair que ces nouvelles technologies... Le drone risque de supplanter en fait ces maquettes, etc. Ouais. Et même, vous voyez, nos maquettes qui sont... on installe, moi le premier, pourtant je n'étais pas tout à fait pour au départ, on installe des systèmes d'autopilotage gyroscopique, de stabilisation, ce qui permet de... On n'est pas à bord, mais l'avion il est plus stabilisé. Donc on a de l'assistance au pilotage. On a ce qu'on appelle la télémétrie. C'est-à-dire que nos superbes radios d'aujourd'hui permettent de renvoyer des informations de l'avion au pilote, ce qui n'était pas le cas avant. Avant on avait que nos yeux. Là aujourd'hui, les radios embarquent de l'électronique. On a la vitesse de l'avion, l'altitude, la position GPS. C'est quasiment un drone, hein. Et donc même les avions radiocommandés, on bénéficie de cette instrumentation qui quand même est... à la portée quasiment de tout le monde. Hein. Tout le monde peut l'acheter quasiment, pas forcément que les militaires. Et en fait, c'est quand même très évolué par rapport à ce qu'on a connu il y a 40 ans. Les réglementations ne sont pas forcément les mêmes entre le drone et puis le radiocommandé? Alors si, justement. Si, justement. C'est là où, bon, comme vous savez, ça a été assez médiatisé. Il y a eu pas mal d'abus avec des vols de drones. Évidemment, la technologie le permettait. Donc, comme d'habitude, il y a toujours des petits soucis. Et donc, du coup, il y a la DGAC, donc, qui est notre organisme de tutelle, vu qu'on utilise l'espace aérien, nous a mis une réglementation relativement importante de formation, de déclaration d'immatriculation des aéromodèles, et on est plafonné d'une certaine hauteur. Et il y a des contrôles de la DGAC assez fréquents, notamment sur Toulouse, où l'espace aérien est assez encombré. Et bon, nous, avec notre terrain, on a un protocole spécifique avec la DGAC pour une certaine hauteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la hauteur est limitée à 130 mètres par rapport au sol. Et donc, nous, avec un protocole spécifique, on peut jusqu'à 450 mètres avec la tour de contrôle qui est juste à côté. Mais oui, réglementation plus importante, parce que vu cette technologie qui est à la portée de beaucoup de personnes, on peut faire beaucoup de choses. Non, on va revenir un peu sur la notion de compétition. Quels sont les critères et le déroulement d'une compétition d'aéromodélisme? Quelques infos là-dessus. Alors, une compétition, comme toute compétition, la première chose à organiser, c'est l'arbitrage.
Donc c'est clair qu'on fait une compétition, on l'oublie, mais c'est grâce aux arbitres, grâce aux juges. Et donc on a des juges fédéraux, nationaux, qui sont très compétents, beaucoup d'anciens modélistes, moi-même je l'ai été en voltige il y a longtemps. Et donc il faut un collège de juges pour regarder la conformité de la compétition par rapport à un règlement. Donc il y a des règlements nationaux, internationaux, gérés par la FAI quand c'est international. Et donc les juges organisent la partie sportive. Donc ça c'est quand même le plus important, notamment pour le championnat du monde de planeur qu'on a organisé. Il y avait des juges qui étaient là pour chronométrer les planeurs, ces courses de planeurs, sur une certaine distance. Donc il faut des chronométreurs officiels. Donc d'abord la partie jugement et sportif. Ensuite il y a tout ce qui est comptage des points, des scores. Bon, beaucoup d'informatique là aussi, donc avec report des scores sur les smartphones, directement sur Internet. Et donc là aussi, il y a toute cette partie infrastructure pour calculer les points, donc qui est souvent prêtée par notre fédération. Donc ça, c'est la première chose, la partie sportive. Après, bien sûr, il y a toute la partie logistique. Il faut accueillir dignement les compétiteurs avec les quelques réceptions qu'il peut y avoir. Donc voilà ce qu'il faut organiser. Alors justement, donc ça c'est l'organisation locale. Comment ça se passe est-ce qu'il y a une ligue régionale? Comment c'est organisé? Comment vous êtes structuré dans ce sport? Donc il y a des ligues, il y en a une par région. Donc là, avant c'était Midi-Pyrénées, aujourd'hui c'est Occitanie, donc ça va loin, des Landes jusqu'à l'Est. Avec un drone maintenant, tout à fait. Et donc Occitanie, et donc là il y a une ligue, c'est Christian Périchou qui en est le président. Et donc il y a une fédération, il y a plus de 850 clubs en France, donc c'est quand même relativement important. Et donc notre fédération regroupe ces clubs qui sont majoritairement des associations, 1901, structure associative, avec la Ligue donc, qui est là pour promouvoir donc, toutes les actions que mène la FFM venant de la jeunesse et des sports. Donc tout ce qui est règlement, tout ce qui est initiative, tout ce qui est subvention aussi, parce qu'on en a un petit peu. Et là aussi pour promouvoir toutes les nouvelles disciplines sportives, notamment comme le drone soccer, dont on a parlé un peu avant. Effectivement, on a des réunions, plusieurs dans l'année, dont une assemblée générale. Et ensuite, tous les clubs ont une structure associative de bureau et les présidents se voient quand même assez souvent. Donc ça, c'est pour la partie fédération française qui est basée sur Paris. Et qui est en relation directe avec la jeunesse et les sports et ensuite avec la DGAC pour tout ce qui est espace aérien et la FAI pour tout ce qui est international. La FAI étant localisée en Suisse. Donc voilà, donc ça c'est notre structure. Et ensuite, donc, toute cette structure-là est en charge de développer bien sûr la compétition, mais aussi l'accueil des jeunes et des nouveaux. C'est quand même aussi l'objectif, notre objectif largement aussi important. Et donc promouvoir tout ce qui est apprentissage, ce qu'on fait beaucoup dans notre club, qui est un centre d'apprentissage au pilotage de l'avion radiocommandé. Et donc avec quelques moyens et quelques aides. Alors quelles sont les grandes compétitions d'aéromodélisme? Quelques-unes pour peut-être nous situer un peu. Il y a plusieurs domaines qui sont à peu près tous à part égale. Une grosse activité, c'est la partie planeur. Surtout ici, où on a de très beaux sites. Donc planeur avec course, épreuve de durée, de précision. Donc, au niveau des championnats, je veux dire, alors il y a des championnats. Voilà, comment c'est un peu organisé? Il y a un championnat de France. Tout à fait. Donc, il y a des concours locaux organisés par chaque club, où les clubs voisins viennent en général. Ensuite, il y a un championnat de France, effectivement, qui a lieu une fois par an, qui est sur un des plus grands clubs de France. On en a déjà organisé ici sur Muret. Ensuite, donc, il y a une sélection des équipes nationales. Donc, les équipes nationales sont en général sélectionnées par notre fédération sur la base des résultats du championnat de France et d'un ou deux concours spécifiques de sélection. Et en fonction de ça, on nomine les équipes nationales. Bon, moi, j'en fais partie d'une, au niveau des jets radiocommandés. Et ensuite, donc, cette équipe nationale, composée entre 4 et 6 personnes, va donc au championnat du monde représenter la France. Donc, il y a les championnats du monde, donc c'est intéressant pour les auditeurs qui veulent se lancer. Il y a de la compétition, c'est un véritable sport. Vous venez de le dire, vous avez cité le club de Muret, Éole Muret. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelques mots sur ce club de Muret? Alors, le club de Muret est un des plus anciens de France, date des début des années 80. Donc aujourd'hui, plus de 130 membres de tout âge, de 8 ans jusqu'à 80 ans pour certains. Et donc assez ancien, forte culture, basée sur la passion de tout ce qui vole, donc petite aviation on va dire, et a progressé grâce à la mairie de Muret d'ailleurs, qui aimablement nous prête toutes les infrastructures. Vous êtes situé à quel endroit Donc on est à côté de l'aérodrome du Lerme, à route de la Bastidette, donc c'est tout à fait visible, et on est dans le périmètre de l'espace aérien de l'aérodrome de Muret. D'accord. Donc c'est très proche. Donc on a toutes les infrastructures bien sûr, c'est un terrain d'aviation miniature,
en fait. Et donc on pratique un peu tout. D'abord le loisir, hein. Tout le monde ne fait pas de compétition, mais aussi l'entraînement. Donc on peut venir vous voir le week-end, vous êtes, pratiquer, faire des essais, vous accueillez les personnes. Donc c'est ouvert au public évidemment, le week-end, la semaine aussi, pour pas mal de retraités pratiquent l'activité. Non, mais il n'y a pas que des retraités, donc c'est ce que vous disiez, appel aux jeunes aussi, justement. Quel conseil vous donneriez aux jeunes ou moins jeunes qui aimeraient se lancer dans l'aéромodélisme? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, il faut aimer l'aviation, hein. Clairement, c'est quand même la base de tout. Parce que bon, l'aviation est un milieu, en général, pas forcément le modélisme, mais est un milieu quand même assez difficile. C'est des choses assez complexes. Donc il faut d'abord que les jeunes enfants qu'on peut avoir soient d'abord passionnés par les loisirs techniques à dominante culturelle, hein, avant d'être passionné de sport. Le sport vient après. On approche le modélisme d'abord par, je dirais, le bricolage, les loisirs culturels, construire quelque chose, programmer quelque chose, faire un peu de mécanique, d'électricité. Donc d'abord, il faut des jeunes qui aient une aptitude à ces travaux-là et aussi une aptitude au travail manuel. Donc capable de construire un petit modèle. Vous êtes tout en un, vous êtes mécano, vous êtes pilote, vous nettoyez, enfin il y a de tout, j'imagine. C'est l'avantage, je dirais, de ce type de loisir, on peut toucher à tout. Effectivement, que le bon modéliste construit, répare, des fois ça peut arriver d'avoir quelques petits soucis, c'est rare, mais de temps en temps. Et pilote aussi, pilote d'essai, pilote de voltige, donc ça peut aller très loin. Donc c'est quand même d'abord ce type d'aptitude qu'il faut. Et ensuite, après, clairement, quand on veut faire de la compétition, il faut aimer le sport. Donc globalement, aimer se mesurer aux autres, aimer la performance. Et là, j'imagine que c'est mixte et qu'il n'y a pas de problème. Donc hommes et femmes peuvent effectivement se côtoyer, faire des compétitions. Alors, vous touchez un sujet un peu difficile. Il y a beaucoup d'hommes, clairement. Alors, on essaye de recruter des filles, mais bon, c'est quand même très masculin. C'est très masculin et bon, on essaie d'équilibrer un peu, mais aujourd'hui, je dirais, c'est 80% d'hommes et 20% de femmes. Voilà. Merci beaucoup, Marc, pour cette intervention passionnante. Le temps est passé vite, mais en tout cas, on s'est régalé sur ce que tu nous as dit. On espère que ça donnera envie à pas mal de gens de rejoindre les clubs, entre le club de Muret, qui est un des plus gros clubs de la région. Et il y en a d'autres aussi, je crois, sur Merville, non, quelque chose comme ça. Alors, tout à fait. Il y a le club de Merville, qui est beaucoup d'avions électriques et de planeurs, qui est un très grand club aussi. Puis il y a le club de Blagnac aussi, qui est aussi un club important. Voilà les gros clubs de Toulouse. Merci beaucoup pour ton intervention. Bien, écoute, tu sais que maintenant tu es la bienvenue dans l'émission quand tu le veux. On a eu vraiment plaisir à te recevoir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Wally Salvan et Jean-Denis Ojeda. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, retour dans cette deuxième mi-temps. On a le plaisir de recevoir Wally Salvan, qui est le président de la Fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil. Bonjour Wally. Bonjour Laurent, comment ça va? Eh bien, merci en tout cas de nous accorder un peu de ce temps pour nous parler un peu de ce sport, de cette discipline que tu as largement développée. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter qui est Wally Salvan et quel est son parcours dans le monde du rugby? Alors, Wally Salvan, c'est un fils de douanier qui, de mutation en mutation, m'emmenait ou dans des fiefs de rugby à 13 ou dans des fiefs de rugby à 15. Et donc, j'ai joué aux deux rugby, au rugby à 13, au rugby à 15, selon les lieux où
où on atterrissait. Voilà, donc j'ai fait une petite carrière dans le rugby à 13 en semi-professionnel. Mon dernier match a été en équipe de France en juin 2000. Et puis ensuite, je me suis reconverti comme éducateur sportif et puis j'ai créé le rugby à 13 en fauteuil en 1999. Puis ensuite, le rugby à 7 en fauteuil en 2011. Donc c'est tout voilà. Donc est-ce que justement il y a tellement de formes, on va dire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence du rugby à 7 en fauteuil et les autres disciplines du rugby? Alors bon, déjà à l'origine il y a le rugby à 15 qui s'appelle le football rugby union. Voilà, nous on a traduit ça en français en mettant 15 parce qu'il y en avait 15 sur le terrain. Et il y a eu une autre version qui s'est créée peu de temps après qui était le Rugby League. La Rugby League, c'est le rugby à 13, parce qu'ils sont 13 sur le terrain. Ils ont enlevé les deux troisième lignes L. Et ce sont deux formes de rugby différents. Il y a le rugby union, qui est un jeu continu, comme on peut le voir à la télé, et le rugby à 13, qui est un sport, on va dire, de gagne-terrain, puisqu'il faut marquer un essai dans les 5 tenues. Sinon, on rend le ballon à l'adversaire au 6e tenue, qui est un tenue de transition. Voilà, deux formes de rugby qui sont développées par deux entités internationales. Vous avez le World Rugby qui gère le rugby union et la Rugby League International Federation qui gère le rugby à 13, le Rugby League. Voilà, donc ça c'est pour les formes valides, on va dire. Et puis après, on a des sous-pratiques, on va dire. Je sais pas si on peut dire sous-pratiques, j'aime pas ce mot-là, mais on a d'autres versions qui sont développées aussi bien par ces deux fédérations internationales. Vous avez le rugby à 7, vous avez le touch rugby, il y a plusieurs versions après qui en déclinent, mais toujours sous ce côté continu ou jeu continu ou alors jeu gagne terrain. Pour revenir aux versions en fauteuil, il y en a 3. La première, c'est ce que vous avez pu voir à la télévision, une discipline paralympique qui s'appelle rugby fauteuil. Il s'appelle à tort, je vais même rajouter à tort, rugby fauteuil, puisqu'il n'y a aucune règle du rugby dedans. Mais c'est un sport qui est né au Canada dans les années 70 sous l'appellation de murder ball. C'est un mélange de hockey, c'est un mélange de football américain, c'est un mélange de tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucune règle du rugby dedans. Et le ballon est rond. Voilà, tu as pu le voir à la télévision pendant les Jeux Olympiques, le ballon est rond, tu le jettes en avant, tout le monde bloque tout le monde comme au football américain. Ça a changé de nom, de murder ball, ils sont passés à quad rugby. Puis après, de quad rugby, ils sont passés à rugby fauteuil. Bon, c'est comme ça, mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas du rugby, mais ça s'appelle rugby fauteuil. D'accord, mais c'est intéressant de faire le distinguo quand même. Oui. De toute façon, c'est facile à reconnaître, c'est un ballon de volley qu'on jette en avant, donc voilà. Après, chacun fera son idée. Mais c'est une discipline qui est réservée qu'aux tétraplégiques ou personnes assimilées tétraplégiques. C'est-à-dire que si vous êtes amputé des jambes, hémiplégique, paraplégique, vous êtes jugé trop valide pour ça. Donc c'est quand même assez sectaire. Hein. C'est réservé qu'aux tétraplégiques en compétition ou personnes assimilées tétra. D'accord. Après, il y a la deuxième version. La deuxième version, c'est le rugby à 13 en fauteuil que j'ai créé en 1999, où là, on a toutes les règles du rugby à 13. Donc c'est les tenues. Voilà, c'est un rugby gagne-terrain. On a 5 tenues pour essayer de marquer un essai, avancer le plus loin possible à chaque tenue. Le plaquage est remplacé par un flag sur les épaules. Voilà, donc quand vous voyez une photo avec des joueurs qui ont plein de petites flags sur les épaules et sur les jambes, voilà, c'est du rugby à 13 en fauteuil, où on respecte encore toutes les règles du Rugby League. Mais j'étais un petit peu déçu de cette version, puisque sans le savoir, j'ai exclu les joueurs du murder ball, puisqu'ils n'ont pas les fléchisseurs de doigts pour saisir justement ce flag. Donc en 2011, j'ai retravaillé une nouvelle version. Donc en 2011, j'ai créé le rugby à 7 en fauteuil, où là, les tétraplégiques, les paraplégiques, les hémiplégiques, les valides, les hommes, les femmes de tout âge intergénérationnel, tout le monde joue ensemble. C'est vraiment la référence mondiale, j'allais dire, du vivre ensemble, quoi, par le biais du sport. Alors, c'est une approche très inclusive que tu proposes. Quels sont, alors finalement, le fait de faire jouer tout le monde ensemble, mais en même temps, il y a des bienfaits par rapport à ce sport. Quels sont-ils ? Alors oui, tout le monde joue ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en rédigeant la règle de jeu,
je me suis attelé à effacer les situations de handicap. Si tout le monde est capable à ce moment-là, il n'y a plus de situation de handicap. Et donc, au lieu de mettre, comme les gens ont tendance à le dire, oh ben c'est bien, on va jouer en fauteuil, on se met en situation de handicap. Non, c'est faux. Si on est capable de le faire, on n'est plus en situation de handicap. Donc, au contraire, c'est que j'efface les situations de handicap pendant 80 minutes de jeu. Et tout le monde joue au même niveau. Tout le monde est assis dans son fauteuil roulant et tout le monde joue avec les mêmes règles. Et ça, c'est vraiment bien parce que, tiens, je vais t'interroger à toi maintenant. Toi, c'est moi qui va t'interroger. Tu as des enfants ? Oui, des grands, mais oui. C'est quand la dernière fois que tu as fait du sport avec eux ? Pas que tu les as emmenés au sport, mais que toi, tu as fait du sport avec eux. Ouh, il y a un bout de temps. Mais mes enfants sont assez grands, donc ça fait très longtemps maintenant que j'ai pas refait. Tu vois, nous, on appartient à une génération où nos parents nous emmenaient au stade. Donc, tu avais les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets. C'était quand même très, très, encore maintenant, c'est quand même très hiérarchisé, on va dire. Mais moi, j'ai jamais fait de rugby avec mon père ni ma mère. J'ai jamais fait de sport avec mes parents. Ils me déposaient, ils allaient dans les tribunes ou alors ils allaient faire les courses le temps qu'on avait l'entraînement, quoi. Alors que là, les enfants handicapés peuvent jouer avec leurs parents, les parents handicapés peuvent jouer avec leurs enfants, les frères et sœurs, qu'ils soient valides ou pas, peuvent jouer ensemble. Donc, ça a un côté quand même de co-inclusion, pas d'inclusion, mais de co-inclusion qui est vraiment spécifique à notre pratique à nous. Est-ce que tu peux me donner quelques éléments plus techniques de la discipline ? Parce tu en as parlé tout à l'heure pour le rugby à 13, mais là, le rugby à 7, explique-nous un petit peu. D'abord, il y a un ballon, c'est un ballon ovale. Oui, on joue avec un ballon ovale de taille 4. Taille 4 parce qu'on va aborder l'objet, le ballon par le côté du fauteuil pour éviter des en avant. Donc, il nous faut le prendre d'une main. Donc, on a pris un ballon taille 4 avec un grip en 3D pour une bonne adhérence. Et ensuite, les règles, si tu n'en as jamais vu, ce qui est marrant, c'est que je peux te donner le sifflet pour arbitrer. Ce sont toutes les règles du rugby à 7. C'est-à-dire, si tu fais un en avant qui ne profite pas, on va ordonner une mêlée. Donc, nous, nos mêlées sont comme au rugby à 7, c'est 3 contre 3. Nous, elles sont de façon linéaire. Talonneur est en premier, le deuxième ligne et le troisième ligne. Voilà. Et donc, on a les mêlées, on a les molles. Le porteur du ballon essaye d'aller le plus loin possible pour marquer un essai. 1 contre 1, s'il y a un adversaire qui essaie de le bloquer, 1 contre 1, c'est un sport de contact. On se rentre dedans, on essaye de passer en force. Mais si 2 défenseurs rentrent en contact du porteur du ballon, à ce moment-là, l'arbitre annonce un molle. Et cette cellule de 3 joueurs, les 2 défenseurs et le porteur du ballon, ne peuvent plus jouer. Il y a la ligne de hors-jeu qui se forme au ballon, bien sûr. Et le porteur du ballon n'a que 5 secondes pour faire sa passe. Voilà, donc c'est un jeu continu. On marque des essais aplatis derrière la ligne d'en but. Transformation en drop, puisque c'est du rugby à 7. Voilà, réengagement en drop aussi. On a les Alors le drop, précise que le drop, c'est fait avec la main. Alors, le drop est fait avec le poing. Le poing, d'accord. Tout le jeu au pied est fait avec le poing, comme le stipule la règle du rugby. D'accord. La différence entre un en avant, c'est lorsque le ballon quitte ta main vers l'embut adverse, et le jeu au pied, c'est un ballon qu'on laisse choir perpendiculairement avant de le dégager au pied ou au genou. Tu vois, quand on joue avec les valides, si je tape un coup de genou dans le ballon, je vais pas taper avec le pied, et pourtant l'arbitre ne siffle pas faute. Mais chez nous, c'est pareil. On va taper dans le ballon avec le poing fermé un petit peu comme le service du volley, tu vois, par en dessous. On n'a pas le droit ni de boxer ni de se matcher le ballon pour la sécurité des joueurs, éviter de se blesser. Mais on dégage par en dessous comme un service à la cuillère au volley. Donc on tape des drops, on tape des coups de pied à suivre, des passes au pied. Voilà, tout le jeu au pied, les transformations, tout est faisable, mais avec le poing fermé. D'accord. Alors, il y a un équipement particulier parce qu'au niveau de ces fauteuils, justement, toi, tu es un petit peu innovateur dans ce domaine. Alors oui, pendant très longtemps, on a utilisé des fauteuils qui existaient, des fauteuils de basket, des fauteuils, des fauteuils qui partent de 6 000 à 14 000 euros. Mais quand je suis passé au rugby à 7 en fauteuil, il me fallait faire des fauteuils spécifiques pour faire nos mêlées, que nos fauteuils puissent s'emboîter les uns dans les autres. J'en ai profité pour amener de la stabilité au fauteuil, puisque quand on regarde le rugby à 13, tu verras pratiquement sur chaque photo les joueurs se casser la gueule, quoi, parce que ils ont des normes de fauteuil qui ne correspondent pas à la pratique. Donc j'en ai profité pour sécuriser le joueur, faire un châssis bas, faire des engins qui absorbent l'onde de choc et qui la restituent par des déformations. Donc il me fallait un matériau très solide et souple en même temps.
Et surtout, j'ai voulu m'atteler à un gros problème qui était le coût d'un fauteuil, puisque un fauteuil, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 6 000 et 14 000 euros, c'est un frein à la pratique, un frein à l'accessibilité du sport. Pour te donner un exemple, en France, nous avons 450 000 enfants handicapés dans nos écoles qui n'ont pas accès au sport puisqu'ils n'ont pas de fauteuil. Donc voilà, j'ai travaillé sur un engin rotomoulé, un engin en plastique recyclé, qui nous permet d'avoir des petits engins. Donc là, pour l'instant, on a fait 3 tailles différentes selon le gabarit de l'utilisateur. Et ça part de l'enfant de 6 ans jusqu'à l'adulte de 2,10 m, tu vois. Ouais. Mais ça nous permet d'avoir des engins qui sont abordables à partir de 570 € hors taxe. C'est-à-dire que pour le prix d'un fauteuil actuel, nous, on équipe un club complet, quoi. Voilà. Et alors, depuis sa création, le rugby à 7 en fauteuil a-t-il connu une reconnaissance au niveau international ? Alors, ça a été un long combat. On essaye de créer une jurisprudence là-dedans, puisque vous avez vu depuis les Jeux Olympiques et Paralympiques là de Paris, le mot inclusion, le mot mixité est à la mode. J'aime bien dire le mot à la mode, puisqu'avant tout le monde s'en foutait. Mais ce n'est pas la réalité. C'est pour faire bien, c'est pour les médias, c'est pour avoir bonne conscience, puisque dans la réalité, la mixité, elle n'y est pas. Le sport, il est conditionné par 2 entités internationales qui sont les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, le CIO et l'IPC. Et ils se partagent la condition humaine, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les sports réservés aux valides et de l'autre côté, les sports réservés aux handis. Je vais vous donner un exemple flagrant. Vous prenez le livre des Jeux Olympiques de Paris, là, qui vient de sortir, vous ne verrez aucun handi dedans. Et pourtant, on nous a rabâché pendant tous les Jeux Olympiques que c'était une seule équipe. Vous ne verrez aucun handi dedans puisque les handis n'ont pas le droit de porter les anneaux olympiques. Ce sont des marques déposées. Donc, une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, on décroche les anneaux et on va accrocher les 3 petites virgules pour les Jeux Paralympiques. Donc, à partir de là, les fédérations internationales, comme par exemple le World Rugby, est affilié au CIO. Et le World Wheelchair Rugby, qui gère le Murder Ball, est affilié à l'IPC. Puis après, quand vous venez par exemple en France, par affiliation, vous avez la Fédération française de rugby, pour le rugby valide, et vous avez la Fédération française handisport pour le Murder Ball. Et par effet boule de neige, jusqu'au club, d'un côté, vous avez les clubs pour les valides et les clubs pour les handis. Il n'y a aucune entité qui développe en compétition la mixité sportive handi-valide. Ça n'existe pas. Et alors, quelle est la position du mouvement paralympique sur votre discipline ? Ils n'en veulent pas. Le mouvement paralympique, déjà le rugby à 7 n'est pas une discipline paralympique. C'est une discipline olympique. Au paralympique, vous avez le Murder Ball, qui n'est pas du rugby à 7. Donc, le Murder Ball est une discipline paralympique sous l'appellation de rugby fauteuil. Nous, ce qu'on pratique, c'est du rugby à 7. Donc, c'est une discipline olympique. Donc, pour l'instant, à ce jour, le mouvement olympique ne bouge pas, puisque dans nos équipes, nous avons aussi des handis. Et le CIO ne reconnaît pas le statut du sportif handi. Vous voyez ? Donc, on a créé notre propre fédération internationale pour faire une jurisprudence et on affilie chez nous tous les pays qui veulent développer le rugby à 7 en fauteuil. Mais ça peut être des fédérations de rugby, ça peut être des comités paralympiques, ça peut être des fédérations de sport pour tous. Voilà, tous ceux qui veulent le développer, selon le pays, selon la politique, nous les acceptons chez nous. Là, je viens d'affilier une ONG au Maroc qui développe le rugby à 7 en fauteuil. Donc, si vous voulez, voilà, c'est ouvert à tous. On est à l'image de notre sport, c'est-à-dire que on accepte chez nous toutes les entités. Voilà, c'est même la mixité des entités, si je pourrais dire ça comme ça. Et voilà. Alors, justement, quelles sont les prochaines étapes pour le développement du rugby à 7 en fauteuil ? On essaie de le faire partir par le bas, c'est-à-dire si on ne peut pas le faire reconnaître administrativement par le haut, on le développe, j'allais dire, par le peuple, par le bas. Là, par exemple, en France, nous avons la Fédération française du sport pour tous qui est affiliée chez nous. Donc, c'est une fédération reconnue d'utilité publique qui fait un travail remarquable en sport de loisirs, en sport santé, donc qui est bien réparti sur tout le territoire français. Nous avons une convention avec la Fédération française du sport d'entreprise, puisqu'on intervient énormément dans les entreprises, puisque vous doutez bien que pour un comité d'entreprise, proposer une activité physique et sportive pour leurs salariés hommes, femmes, qu'ils soient valides ou pas, ça les intéresse pour la cohésion de groupe, c'est énorme.
Donc, on a initié Alstom, IBM, Eiffage, Vinci, Total Energy, Schneider Electric, etc. J'en passe. Mais on a un très, très gros succès dans les entreprises. On a aussi une convention avec la Fédération française du sport universitaire. On a un succès aussi énorme dans les écoles, puisqu'on étaye la loi 2000 qui vise à intégrer les enfants handicapés dans les écoles. C'est très bien, mais en cours de PS, si on ne pratique pas la mixité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un gros succès dans les écoles par rapport à cette solution technique qu'on apporte pour étayer la loi 2000. Dans les entreprises, car on étaye la loi de 2018. Mais au niveau fédération de sportive, il y a encore cette sectorisation. On est encore en retard. Donc là, j'ai eu une belle approche avec le DTN de la Fédération française de rugby. Ils sont à l'étude justement pour voir s'ils vont reconnaître ou pas le rugby à 7 en fauteuil. Ce qui serait quand même une première, puisque ça serait la première nation, le premier pays des 6 nations à reconnaître la pratique du rugby à 7 en fauteuil. Et alors justement, pour conclure cet échange, est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs qui hésitent encore à s'inscrire au rugby à 7 en fauteuil? Déjà, il faut l'essayer. Il faut l'essayer parce que l'essayer, c'est l'adopter. Alors c'est vraiment un bel adage qui nous correspond. Et puis, s'il y a des spectateurs qui payent des impôts, des entreprises qui payent des impôts, on a besoin d'engins de sport spécifiques à notre pratique pour développer les clubs. On a énormément de demandes partout en France, en Europe et dans le monde. Mais il nous manque des fauteuils. Tous les clubs qui souhaitent développer le rugby à 7 en fauteuil, écoutez, ils peuvent prendre contact avec moi. Vous pouvez communiquer le numéro de téléphone ou je peux si vous me donnez l'autorisation. Vas-y, Wally, fais-toi plaisir. Donc, au 06 67 29 25 80 ou alors par mail au W7, la lettre W, le chiffre 7, .board en anglais, BOARD, @gmx.fr. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour tout ça. Le message est passé. Nous, on est très heureux de t'avoir reçu dans l'émission. Modestement, on va essayer justement de servir de relais dans l'émission Ici, on parlait de sport. Et sache que tu es le bienvenu dans l'émission quand tu le veux. Eh ben, écoute, c'est super sympa. J'y étais il y a pas longtemps sur Toulouse, puisque on a fait une intervention avec le président du club de Saint-Jean. Il y a un nouveau club qui se monte à Saint-Jean dans le 31. Et qu'on va recevoir dans quelques instants aussi. Ah ben c'est très bien. Voilà. Et tu lui passeras mes amitiés. Et puis on a fait une intervention dans l'école de Balma où on a initié plus de 300 élèves. Il y a eu un succès énorme auprès des enfants. Des enfants qui n'avaient jamais joué au rugby, qui n'avaient jamais pratiqué en fauteuil roulant et qui au bout de seulement 15 minutes devant la directrice et devant les professeurs s'auto-arbitraient au rugby à 7 en fauteuil. Il leur a fallu 15 minutes pour vous montrer comment c'est facile à mettre en place une pratique comme celle-ci. Au bout de 15 minutes, ces néophytes s'auto-arbitraient. C'était génial, quoi. Voilà, donc c'était une très très belle expérience qu'a vécu notre ami Jean-Denis et puis les professeurs de l'école de Balma. Donc c'est des expériences qu'on va renouveler. Eh bien, écoute, merci pour cet échange passionnant. On se retrouve quand tu veux. Si tu as des messages à faire passer, tu sais que nous sommes là. Et on sera très content de te donner à nouveau la parole. Voilà, à très bientôt et merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, merci, à bientôt. Et vive le tournoi Destination féminin. Allez la France. Voilà, Jean-Denis Ojeda, président du W7 Saint-Jean 31. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors on vient d'avoir Wally Salvan, qui est donc le président de la Fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil. Il nous a parlé de tout ce qui se passait international. Moi j'avais envie de revenir, Jean-Denis, sur un petit peu l'émission qu'on avait faite et puis surtout de voir un peu où on en est dans ce développement. Le W7 Saint-Jean 31 est le premier club de rugby à 7 en fauteuil dans la région. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à lancer cette initiative et quels sont les objectifs de ce club ? Alors là, il y a deux questions en une. Donc, ce qui m'a poussé, c'est bien entendu l'envie, et c'est toujours la même chose. Pour moi, c'est l'envie de transmettre. Sauf que je ne peux malheureusement plus aller sur les terrains parce que maintenant, je me retrouve avec 2 hanches en titane.
Donc, imagine qu'un gamin vienne me prendre sur le côté en plaquage, c'est catastrophique. Mais j'ai toujours cette envie de transmettre, en fait, de rembourser au rugby ce que je lui dois. Depuis que j'ai 7 ans, j'en ai 65 maintenant, donc imagine la dette. Donc envie de transmettre, et le rugby à 7 en fauteuil me permet de transmettre auprès d'abord de Valide, d'Andy, et puis tout nouvellement, en fait, avec donc la semaine dernière, jeudi et vendredi, nous avons réalisé la première intervention que j'ai pu trouver, qui m'a été acceptée dans une école primaire où avec Wally, on a passé en fait 12 classes, une école de Balma, une école élémentaire de Balma, où on a passé en fait 300 enfants. Mais on sait, c'est beaucoup d'émotions. J'ai reçu plus que ce que je donne, puisque j'ai l'habitude de donner. J'ai pas l'habitude de recevoir, mais là, ça a été exceptionnel. J'ai été touché plein cœur par un enfant que je pensais non pas handicapé, mais je pensais qu'il s'était blessé au poignet. Et puis en lui posant la question, je lui ai dit écoute mon grand, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es fait mal au poignet? Il m'a regardé, il m'a dit non monsieur, en fait j'ai fait un AVC. Un AVC pour un gamin de 7 ans. Je suis resté, tu imagines dans quelle position. C'est même pire que ça, puisqu'après j'ai demandé à la personne qui l'aide au quotidien, et elle m'a dit non monsieur, c'est pas un AVC qu'il a fait à 7 ans. Il vit depuis 7 ans avec un AVC, ça a été un AVC à l'intérieur du ventre de sa maman. D'accord. Donc là, ça m'a... Waouh. Ça enlève tous les petits bobos qu'on peut avoir et ça remet les choses en place, quoi. Alors, quels sont les objectifs de ce club, justement? Parce que là, on a la partie, effectivement, émotion, travail, mais quels sont les objectifs que tu veux mettre en place pour ce club? C'est bête, mais c'est transmettre les émotions que je reçois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer avec une population que je découvre, que je regardais de loin, avec laquelle maintenant je communique et je partage. C'est la communauté très fermée, qui est stigmatisée à droite, à gauche, qui sont les Andis. Je peux transmettre et vraiment échanger avec eux. C'est vraiment l'objectif. Tu sais, la base pour moi a été, il y a un peu plus de 3-4 ans, grosso modo, je me suis retrouvé sur les bords de la Garonne avec, sans le connaître encore, Wally qui faisait sur le water rugby de Yann Delegue une exhibition. J'étais pas encore président de club, je savais pas où j'allais, mais j'ai simplement eu un anonyme à côté de moi qui, en voyant et en découvrant le rugby à 7 en fauteuil sur la barge, c'est-à-dire dans le water rugby, les joueurs qui se mettent à l'eau avec les fauteuils, a dit tout seul, tout fort, je vais enfin pouvoir jouer au rugby, avec mon enfant handicapé. Je l'ai regardé et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et voilà, donc c'est ce qui m'anime maintenant depuis 4 ans en théorie et en pratique avec le club depuis un tout petit peu plus d'1 an, puisque le club a eu un an, la veille de la Saint-Valentin. Alors justement, tu organises 2 entraînements par semaine, au moins tu essayes, tu proposes des interventions en entreprise et dans le domaine périscolaire. Quel impact tu as observé déjà depuis le lancement de ce club? Malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de 100% de satisfaction, je crois. Non, c'est très présomptueux de dire ça, mais là, l'école de Balma, écoute, on a eu un poste de la directrice de l'école, donc Marie Laurencin à Balma, qui nous dit que depuis qu'on est passé, les gamins n'arrêtent pas d'en parler, les maîtresses n'arrêtent pas d'en parler. Donc du coup, j'y retourne, puisque j'avais donné ma parole, j'y retourne pour la fête de l'école, je ne sais plus, le 8 avril, il me semble. J'y retourne, pour leur faire plaisir et puis avoir la chance d'initier les parents qui accepteront de s'asseoir dans le fauteuil. Alors justement, comment peut-on soutenir maintenant ton association et contribuer à son développement? Contribuer à notre développement, c'est nous donner les moyens d'avoir un atelier pédagogique à nous, le plus rapidement possible. C'est encore une fois une question de dons, de chiffres. Un atelier pédagogique
pour faire une classe et passer une classe, c'est 30 fauteuils. À l'heure actuelle, W731, en à peine un an, a réussi à vendre et à avoir 7 fauteuils sponsorisés. On en a 2 de plus qui sont dans les tuyaux, ça fait 9. La fédération de Wallis fait le complément pour qu'on puisse jouer à 14, 7 contre 7. Donc en fait, il va nous manquer, aujourd'hui, c'est simple, 30 moins 7, ça fait 23. On a besoin de fauteuils dans les 3 tailles. Je sais pas, il faut grosso modo, pour finir de financer l'atelier pédagogique, des dons défiscalisés, bien sûr, à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Comme toute association, on a besoin de fonds, on a besoin d'aide pragmatique, mais surtout la bienveillance dont les gens font preuve. Voilà, j'ai beaucoup de coups de fil en disant, écoutez, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas d'argent, par contre je vous promets, j'en parle autour de moi. Et comme ça, on réussit à toucher un chef d'entreprise ou un chef d'établissement pour faire une intervention. Écoute, merci pour cet petit échange. Nous, modestement, on va faire notre travail de diffusion. On va passer ce message que les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a qui sont sensibilisés à ce type d'action ou de donation, n'hésitez pas donc à joindre Jean-Denis Ojeda. Merci Jean-Denis et on te dit à très bientôt. Bonne continuation pour tout ce que tu fais auprès de ces jeunes et au développement de ce sport. À très bientôt. Un grand merci à toi pour tout ce que tu fais et aussi cette mise en lumière de notre club. C'est la fin du match et on se retrouve tout de suite pour l'agenda de la semaine avec vos grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 95e émission avec vos grands rendez-vous sportifs de la semaine à venir. Donc cet agenda du 31 mars au 6 avril, du samedi 29 mars au 4 avril, il y aura du curling avec les championnats du monde hommes et femmes à Moose Jaw au Canada, et du lundi 31 mars au 6 avril, tennis, le tournoi ATP 250 de Bucarest, à Houston aussi, et à Marrakech, WTA à Bogota et à Charleston pour les dames. Le mercredi 2 avril, basket féminin avec l'Eurocoupe, la finale retour entre Villeneuve d'Ascq et Férol. En Ligue 2 féminine, 22e journée, Toulouse affronte la Tronche-Mélan. En handball, Ligue des Champions, 8e de finale retour entre Nantes et Vilsaploc. Le jeudi 3 avril, basket Euroleague avec Monaco contre le Panathinaikos et le Real de Madrid contre Paris. En rugby Pro D2, 25e journée, Biarritz affronte Montauban. Et alors que handball, il y aura la Ligue des Champions avec la 8e de finale retour, le Paris Saint-Germain affronte Szeged. Il y aura aussi vendredi le 4 avril du basket avec l'Euroleague Homme contre Vitoria contre Villeurbanne. En National 1, Besançon affronte Toulouse. Masculine, c'était la nationale masculine bien sûr. Rugby, là on se retrouve avec la Coupe des Champions avec Northampton contre Clermont. En challenge, il y aura Pau contre Bath. Et il y aura de la Pro D2 aussi, 25e journée. Béziers affronte Aurillac. Colomiers va affronter Nevers. On passe au football avec la Ligue 2, 29e journée. Rodez affrontera Martigues. Du handball aussi, Licky Molly Star League avec la 22e journée. Saint-Raphaël affronte Montpellier et Nantes affronte Toulouse. Cesson-Rennes affrontera Nîmes. Du samedi 5 au 6 avril, rugby à 7 avec le World Rugby SNV Series à Singapour. Il y aura aussi le samedi 5 avril, rugby Coupe des Champions avec Castres qui affrontera Trévise. Challenge, il y aura Bayonne contre Blue Bulls. Montpellier contre Gloucester. Perpignan contre Racing 92. Et puis en handball, National 1 féminin, 18e journée, Nantes va affronter Toulouse. Football féminin, Euro 2025 qualification. La France va affronter la République d'Irlande au stade Saint-Symphorien à Metz.
Et puis pour finir sur cette semaine avec le dimanche 6 avril avec du cyclisme, avec le Tour des Flandres World Tour, les hommes et les femmes. Il y aura aussi le basket féminin, Villeneuve-Gaz contre l'Athès Montpellier. Rugby, Coupe des Champions, Bordeaux-Bègles contre l'Ulster et Toulouse contre Salles. Challenge, Lyon affronte les Sharks. Football Ligue 1, la 28e journée. Montpellier contre le Havre, Marseille contre Toulouse. Et pour finir, Auto Formule 1, Grand Prix du Japon à Suzuka. Voilà pour ces rencontres à venir. Et au programme, par contre, de la semaine prochaine, nous, on vous emmènera à la découverte d'un sport spectaculaire qui mène adresse, souplesse et expression artistique. Le twirling bâton, né aux États-Unis dans les années 1940, ce sport puise ses racines dans les traditions guerrières et rituelles des différentes cultures. Il associe maniement technique du bâton, danse et gymnastique pour offrir des performances importantes, impressionnantes. En solo ou en duo ou en équipe, les athlètes enchaînent figures et acrobaties sur des chorégraphies millimétrées. Avec 3 millions de pratiquants à travers le monde et un engouement particulier au Japon et en France, le twirling bâton est bien plus qu'un sport. C'est un véritable spectacle. D'ailleurs, saviez-vous que la France est vice-championne du monde et championne d'Europe dans cette discipline ? Accrochez-vous, on plonge dans l'univers fascinant du twirling bâton. Il y aura donc en deuxième mi-temps, on va partir à l'aventure avec Sandrine Champagne et Valérie Jiménez, qui sont toutes deux passionnées d'automobile et qui s'apprêtent à relever un défi hors du commun, le rallye des princesses Richard Mills, un rallye 100% féminin mêlant élégance, compétition et dépassement de soi. Et du 17 au 22 mai, elles parcourront 1600 km à travers la France, de Paris à Saint-Tropez, en passant par Dijon, Annecy et Avignon. Mais au-delà de la course, c'est une véritable aventure humaine qu'elles vivent au service d'une cause qui leur tient à cœur, le sport santé, avec l'association Les Rubies, qui accompagne les personnes atteintes de cancer à travers l'activité physique. Elles nous parleront aussi de Women on the Road, une association dédiée à promouvoir le sport automobile auprès des femmes, et du film documentaire qui racontera leur périple de l'intérieur. Alors attachez vos ceintures, on embarque avec elles dans quelques semaines, dans une semaine. C'est la fin du match de cette 95e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Marc Lumia, à Wally Salvan et Jean Ojeda pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport pour permettre encore à plus de personnes d'écouter l'émission. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, notre partenaire informatique, l'agence Bellombra et Dialogue Sport pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.